la salamandre et l'alchimiste. Histoire secrète de François Ier et Françoise de Foix à Fontainebleau. Le soleil de printemps déclinait à l'horizon, drapant de ses lueurs dorées les tourelles de Fontainebleau. Les pierres centenaires, baignées d'une lumière tamisée, semblaient murmurer les secrets du royaume. Dans la grande cour aux pavés déjà usés par les pas des nobles de la cour du roi, s'élevait l'escalier en fer à cheval, majestueux et gracieux, symbole du pouvoir et de l'élégance caparaçonnée. C'est sur ces marches polies, par le temps que le roi François Ier aimait flâner, l'esprit hanté par une passion mystérieuse, comme si chaque pas l'entraînait plus avant dans ses songes occultes. Derrière la façade éclatante de la cour et des fastes de la Renaissance se dissimulait une fascination pour l'alchimie, cet art ancien capable, disait-on, de transformer le plomb en or, mais surtout d'atteindre la vérité cachée de la matière. À l'écart des regards indiscrets, François avait aménagé, dans une aile reculée du château, un cabinet secret. Et l'on trouvait des fioles aux liqueurs chatoyantes, des croquis ésotériques esquissés à l'encre sépia. C'est là qu'il consacrait ses nuits, convaincu qu'un secret sibyllin sommeillait dans la nature même des choses, quelque part entre la science des étoiles et la magie des métaux. François cachait aussi au monde, son ami et complice, le sage Eusébus, spécialiste de l'or alchimique. Cette confidence, nulle autre que la duchesse Anne de Savoie la partageait avec gravité. Elle, qui avait trop tôt connu l'âpreté des complots et des alliances fragiles, voyait briller dans le regard de son fils cette étincelle de folie douce qu'il tenait de sa lignée savoyarde. Dans la pénombre d'une galerie, aux tentures brodées de motifs floraux, mère et fils échangeaient des mots, à demi-voix, leurs regards chargés de complicité. Anne, silhouette gracile drapée d'étoffes précieuses, prodiguait à François conseils et encouragements, entre anecdotes tirées de ses propres lectures et confidences sur les prodiges que son sang avait souvent frôlés. Il se disait que, derrière son amour pour la poésie et la musique, elle goûtait elle-même au mystère de l'alchimie, gardant jalousement quelques secrets transmis par ses ancêtres savoyards. Et ainsi naissait entre eux une alliance discrète. Mère conseillère, fils prodigue, unis par le même désir d'ensemencer la pierre d'une étincelle de lumière. C'est lors d'un de ces soirs, où la lune, ronde et lactescente, faisait miroiter ses reflets sur les bassins du parc, que François aperçut pour la première fois Françoise de Foix. Elle était une jeune femme à la grâce naturelle, aux grands yeux bleus et vastes comme des onyx, et aux cheveux de miel. Issue d'une maison ligérienne modeste, sa réputation reposait davantage sur ses savoirs alchimiques que sur son rang. On disait qu'elle s'adonnait à d'infimes expérimentations, héritage d'une lignée qui, jadis, avait cherché la pierre philosophale au cœur des forêts d'Auvergne. Lorsqu'elle entra dans la grande galerie basse, où les cariatides veillaient comme des gardiennes silencieuses, son regard croisa celui du roi. Un silence presque solennel s'installa. Il y avait dans cette apparition quelque chose d'ensorcelant,
comme si la nuit elle-même l'avait déposé devant lui pour qu'il en épouse la mystérieuse lueur. À l'insu de la cour et de la reine Claude, François et Françoise de Foix se laissèrent prendre à une romance secrète. Ils s'abandonnaient à des échanges où se mêlaient passion et curiosité intellectuelle. Puis, ils échangèrent des baisers volés et langoureux. Françoise de Foix lui parlait de l'or pur, non seulement métallique, mais spirituel, fruit de l'union des âmes et des éléments. Elle évoquait la fusion du soufre et du mercure, non comme vulgaire substance, mais comme métaphore de la passion et de la sagesse, prêtes à donner naissance à une pierre philosophale, invisible, dont seul le cœur pouvait discerner l'éclat. À l'insu de personne, la salamandre, emblème du roi François Ier, luisait sur ses armoiries disposées dans la chambre dite de Diane, une créature fabuleuse, représentée au milieu de flammes vertes, prête à traverser le feu sans jamais se consumer. Pour le roi, cet animal n'était pas qu'un symbole de pouvoir, mais la métaphore de son amour pour son pays, un feu capable de consumer toute entrave à sa soif de liberté, tout comme la salamandre renaît éternellement de ses cendres. Chaque fois qu'il passait devant son image sculptée, il y lisait la promesse d'une renaissance perpétuelle, d'un amour indestructible. Un jour, une rumeur glaça le cœur de Fontainebleau. La duchesse Anne était tombée gravement malade. Cette nouvelle ébranla François au plus profond de son être. Affaibli, il pria pour la guérison de sa mère en la guidant, aux côtés de Françoise de Foix, dans la pharmacie princière. Là, sous la lueur tremblotante des bougies, ils mélangèrent avec précaution herbes rares, essence d'iris et écorce de mandragore, une liqueur ambrée qu'on disait capable d'apaiser les fièvres les plus obstinées. Chaque goutte qu'il distillait portait l'espoir d'un sursis. Lorsque, enfin, Anne rouvrit les yeux, un soupir de soulagement étreignit le château tout entier. Le roi, le visage baigné de larmes de reconnaissance, partagea ce moment de grâce avec Françoise de Foix, confiant en son cœur que leur alliance, déjà scellée par la magie, était intensifiée par cette épreuve surmontée. Cette alliance, vraiment née sous l'ombre bienveillante d'Anne, scellait l'amour de François et Françoise au sceau de l'alchimie. Dans la chambre des serfs, richement décorée de tapisseries illustrant la vie de saint Hubert, Françoise de Foix dévoila au roi un parchemin ancien, couvert de glyphes kabbalistiques. Elle y lut à voix basse un traité oublié. La pierre philosophale ne se trouvait pas dans le cœur des montagnes lointaines, ni dans les profondeurs des forges orientales, mais dans l'âme même des amants sincères. François comprit alors que leur union dépasserait la simple quête des métaux. Elle était la quête d'une essence divine, d'un or spirituel, façonné par l'amour et la confiance. Débuta alors une période où amour et crainte se mêlaient sans discontinuer. François, partagé entre ses devoirs de souverain et sa passion clandestine, rédigeait de subtiles missives pour Françoise de Foix, cachetées du sceau royal où trônait la salamandre. Ces lettres, couchées sur un vélin fin, étaient remises par un valet de confiance, dissimulé sous l'habit d'un jongleur itinérant. Chaque mot y glissait comme un papillon pris dans les filets de la lune. Un soir d'orage, alors que le ciel semblait prêt à s'effondrer, Françoise de Foix reçut une convocation discrète. Anne de Savoie,
l'attendait dans une tour tapissée de brocart, où scintillaient les armoiries savoyardes. La reine-mère la regarda droit dans les yeux, mêlant gravité et tendresse. « Ma chère enfant, dit-elle d'une voix tremblante, je sais trop les périls qui te guettent. Pourtant, j'approuve l'amour de mon fils, car je vois en toi la gardienne du feu sacré. » Françoise accepta alors de protéger l'âme du roi. À Fontainebleau, on murmurait déjà la maladie de la reine Claude et ainsi que les menaces imminentes de Charles Quint. Pour François, Françoise devint un havre de paix. Soudainement, un messager annonça la mort de Claude, reine de France, et épouse légitime du roi. Après cette épreuve guidée par Françoise et Anne de Savoie, le roi comprendra que l'amour peut transcender la mort et se forgera un nouveau départ sous le signe de la salamandre. Veuf, François confia à Françoise son domaine spirituel. Elle devint à jamais son alliée lumineuse, murmurant les secrets des astres. Ensemble, ils cheminèrent discrètement jusqu'à leur mort, décidés à illuminer l'avenir du royaume par leur passion et leur sagesse alchimique pour l'éternité. La salamandre et l'alchimiste. MLQ Productions, la petite chaîne qui monte.